nous sur LCI. Bonjour Éric Coquerel, vous êtes député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis et président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Monsieur le député, Israël a frappé la banlieue sud de Beyrouth pour y tuer le vice-président du bureau politique du Hamas. Emmanuel Macron a appelé le gouvernement israélien à éviter toute escalade et à répéter son appel à un cessez-le-feu. Vous le demandez vous-même depuis un moment, ça ? Oui, parce que depuis un moment, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, les objectifs de guerre d'Israël, c'est moins d'éradiquer le Hamas suite au 7 octobre que d'en finir avec les entités palestiniennes de Gaza et de Cisjordanie, au risque d'embraser la région. Et là, il y a un nouvel épisode. Alors non seulement il y a 22 000 morts du côté maintenant palestinien, au point où l'ONU parle de risque génocidaire. Les mots sont forts, mais c'est ceux de l'ONU, et je crois qu'ils ont raison. Et d'un autre côté, maintenant, on s'en prend... on vient dans un État souverain, le Liban, pour s'en prendre au Hamas. Imaginons qu'on fasse la même chose en France, personne ne l'accepterait. Donc là, il y a, tout ça est contre les résolutions de l'ONU, tout ça est contre le droit international. Et je crois que maintenant, il faut hausser le ton. Donc il faut... demander le cessez-le-feu, ça le chef de l'État a raison, mais il faut demander des sanctions économiques pour Israël, et à commencer par arrêter d'armer Israël. Parce que c'est un peu paradoxal que dans le temps où on dit de manière très juste qu'il faut défendre, soutenir l'Ukraine face à une agression russe parce qu'elle est contre le droit international, c'est un peu paradoxal de continuer à armer Israël qui s'en prend à un peuple qui est le peuple palestinien. Ça veut dire que sur cette demande de cessez-le-feu, en l'occurrence ces dernières heures, que ce soit la majorité, l'exécutif ou l'opposition, la France parle a priori d'une seule voix. Parle d'une seule voix, mais il faut qu'elle parle plus fort. Par exemple, elle pourrait soutenir la demande de l'Afrique du Sud, qui est de saisir la Cour pénale internationale pour, là aussi, risque génocidaire. Et puis, je vous le dis, il faut qu'elle arrête de vendre des armes à Israël, par exemple. Elle continue à le faire. On continue à vendre des armes qui, aujourd'hui, servent sur Gaza pour bombarder des civils. Donc ça, c'est pas acceptable. Et puis, il faudrait aussi que la France porte, elle ne peut pas le faire seule, mais au moins au niveau européen, le fait de prendre des sanctions économiques, il faut que ça s'arrête. Il y a très peu de temps, avant-hier, je crois, Zahal expliquait que la guerre allait durer 1 an. Si ça dure 1 an, il n'y a plus de peuple palestinien. C'est ça la question. Et on ne peut pas laisser faire ça. Je crois en plus que, très franchement, c'est pas dans l'intérêt non plus du peuple israélien. On ne peut pas, comme ça, être en guerre en permanence contre un peuple, contre ses voisins, avec tous les risques qu'il y a derrière. Donc à la fois pour le peuple palestinien maintenant, mais aussi pour le peuple israélien, il faut que M. Netanyahou soit contraint de s'arrêter. Ce n'est pas acceptable. Monsieur le député, sur un tout autre sujet, nous sommes mercredi et il n'y aura pas de Conseil des ministres aujourd'hui, pas de justification officielle du côté du palais de l'Élysée. Est-ce que vous, qui discutez avec les membres de la majorité à l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez une idée de pourquoi il n'y a pas de Conseil des ministres aujourd'hui ? Non, j'ai pas d'idée. Peut-être qu'ils ont du mal à se réveiller des fêtes. Non, plus sérieusement, je pense que chacun sait que le chef de l'État a donné un rendez-vous en janvier pour faire des annonces. Je pense que dans ces annonces, faut pas être faut pas être un mage pour prévoir que très franchement, il va très certainement y avoir un changement ministériel important. Je pense même, pour ma part, au niveau de la première ministre. Donc c'est peut-être cette raison qui l'explique. Peut-être aussi que c'est une manière pour le chef de l'État de dire que finalement le gouvernement ne sert pas à grand chose et que c'est lui qui décide tout de l'Élysée, ce qui est le problème et de la Ve République et de la manière dont Emmanuel Macron l'applique. Est-ce que le gouvernement fait assez au sujet de l'inflation, Monsieur Coquerel ? Je ne sais pas si vous avez entendu Michel-Édouard Leclerc qui a dit, je le cite, qu'il voulait casser la gueule à l'inflation dans le sillage du ministre de l'économie qui affirmait que l'inflation était derrière nous. Vous partagez cet optimisme ? Non, je la partage pas parce que je crois qu'on pointe des origines de l'inflation qui ne sont pas celles qui sévissent. En gros, les mesures macroéconomiques qu'on prend sont faites pour que les salaires n'augmentent pas, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une spirale inflationniste. Or, l'inflation, elle est due à 2 choses aujourd'hui. Elle est due aux questions d'augmentation de l'énergie, ça chacun le constate, et malheureusement avec les conflits actuels, rien ne dit que ça va s'arrêter, mais elle est due surtout aussi aux marges des entreprises, notamment agroalimentaires. D'ailleurs, Monsieur Leclerc le dit à sa manière quand il dit qu'il veut s'en prendre aux marges des industriels, et ça le gouvernement n'a rien fait, n'a pas bloqué les prix. Or ce qu'il faut comprendre, c'est que si l'inflation baisse de manière globale, les prix continuent à augmenter. C'est pas parce que l'inflation baisse que les prix n'augmentent pas, et surtout ils augmentent beaucoup
pour la plupart de nos concitoyens, dans le domaine notamment alimentaire, quasiment 11% en un an, on est très loin des près de 4% qui sont annoncés de manière globale. Donc il aurait fallu bloquer les prix, et puis il aurait fallu prendre une autre mesure, c'est que les salaires soient indexés sur l'inflation. Parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit les salariés qui payent l'inflation, avec en plus le risque qui est déjà actuel, de baisser la consommation populaire. Or, on sait que c'est le moteur de l'économie française, avec tous les risques de récession derrière. Un dernier mot, monsieur le député, s'il vous plaît, il nous reste une minute, au sujet de nos compatriotes du Pas-de-Calais, qui n'en peuvent plus. Leur département est encore sous les eaux ce matin. Je vais vous montrer, et ainsi qu'à nos téléspectateurs, ce qu'a brandi devant chez lui l'adjoint au maire de Blandec. Il a mis une banderole pour dire soit vous venez et on endigue, soit vous n'avez qu'à raser notre quartier. On n'en peut plus. Est-ce que l'État peut tout? Est-ce que l'on peut, par exemple, aider les habitants du Pas-de-Calais aussi? Ou est-ce que parfois la nature, malheureusement, est plus forte? On sait que la nature va être de plus en plus forte. Et moi, il y a longtemps que je dis une chose, c'est que, il faut mettre le paquet financier, on ne met pas assez sur le changement climatique pour le prévoir, pour l'anticiper. Mais deux aussi, il va falloir mettre beaucoup d'argent désormais pour réparer. Voilà, et donc avoir des moyens. Et pour ça, il faut réarmer l'État, comme on dit. Si on veut réarmer l'État, si on veut réarmer les services publics, il ne faut pas faire des politiques d'austérité comme c'est le cas depuis longtemps. Il faut s'en rendre compte. Voilà, le changement climatique va coûter cher. Et si on veut venir en aide rapidement à des gens comme nos concitoyens du Pas-de-Calais, à qui j'apporte tout mon soutien ce matin, il va falloir mettre les moyens. C'est ça un peu la leçon de ce qui se passe au Pas-de-Calais ou ce qui s'est passé en termes d'incendie il y a maintenant un été.